vous avez tous un a priori positif sur Greenpeace, je pense. Ouais. Sachant que c'était mon cas. C'est un groupe qui s'appelle le Cestudec, qui est italien, qui m'a demandé de travailler dessus. Et quand on m'a dit tu vas travailler sur une ONG, je me suis dit je vais encore travailler sur les réseaux Soros, je vais m'amuser, ça va être bien. Une autre ONG écolo, je me suis dit bon ça va être bien aussi. Mais ça va être sur Greenpeace. Donc j'étais embêté puisqu'au départ j'aime bien Greenpeace. Je suis la génération où quand j'étais ado on m'a filé la liste noire des OGM. J'ai toujours l'image de ceux qui allaient lutter contre le danger nucléaire ou qui étaient contre la reprise des essais nucléaires. Et donc j'étais embêté. Et par la suite, j'ai été encore plus embêté par ce que j'ai trouvé, parce que j'étais parti quand même avec un biais, alors qu'en tant que consultant, je dois essayer de limiter mes biais, mais j'étais parti avec un biais quand même très positif. Et en étudiant leur rapport, j'ai commencé à changer de positionnement. Et sachant qu'on m'avait demandé de faire une étude globale de Greenpeace. C'est quand même une ONG qui existe depuis maintenant près de 50 ans. Il y a un peu plus de 50 sections dans le monde, donc j'ai dit au client ça va être compliqué vu le budget, vu le temps imparti. Donc il m'a dit centre-toi sur les sujets stratégiques, c'est-à-dire le pétrole et le nucléaire. Donc j'ai fait des études de guerre de l'information sur le pétrole et sur le nucléaire. Et je les ai choisis au pif en fait. Avec ce que j'ai trouvé, je me suis aperçu que loin d'être aussi sérieuse qu'elle le dit, Greenpeace est, pour les sujets que j'ai étudiés, fait preuve en fait d'amateurisme et surtout de beaucoup d'idéologie. C'est pour ça que je serai très sérieux dans ce que je vous dis sur le fond, puisque c'est assez grave en fait les conséquences de ce qu'ils entreprennent. Sur la forme, vu que je les prends plus du tout au sérieux avec le temps, pour le Cercle Aristote, j'avais fait une conférence assez sérieuse, mais là j'ai mis des bisounours, j'ai même mis la tête de Jean-Marie Cordat, donc je me suis fait plaisir, parce qu'en fin de compte, avec le temps, j'estime qu'il n'y a pas à les prendre pour plus sérieux dans leur manière d'être que ce qu'ils sont vraiment. Sachant qu'ensuite, pour ceux qui ont lu La Société de l'Indécence, donc Publicité et jeunesse de la société de consommation de Stuart Ewen, les conséquences sont à mon avis aussi graves. Ewen rappelait comment est née la société de consommation, comment on a fait de l'ingénierie comportementale sur les adultes et ensuite sur les gamins, pour ensuite les pousser et tourner des besoins vers les désirs, et avoir une espèce de pensée automatique qui pense que par pulsion. Et c'est un petit peu pareil avec Greenpeace, et c'est ce que je leur reproche. C'est-à-dire que plutôt que d'user de leur position d'influence pour mettre en avant le débat d'idées et essayer de demander un débat plus équilibré, en prenant le contre-pied des entreprises ou des États, comme ils le font, c'est beaucoup de slogans et beaucoup de marketing. Et derrière, les arguments ne sont pas toujours très sérieux, loin de là. Donc c'est ce que je vais essayer de vous exposer. Juste petit remerciement, puisque j'avais oublié de le faire la dernière fois pour le Cestudec. Ceux qui ne le connaissent pas, on a aussi, dans l'intelligence économique, on a aussi un saint patron, donc Saint-Christian Arbulot. Yann Giron, qui vous connaissez peut-être pas, mais qui a été central dans ma rapidité de compréhension d'un des cas que j'ai abordé, que je vais vous soumettre, qui concerne le récif de l'Amazone. Vous en entendez peut-être parler actuellement. C'est que Greenpeace est très actif contre Total pour que Total ne fasse pas de forage dans le bassin de l'Amazone. Et pour essayer de voir les enjeux qu'il y a derrière, puisque c'est ce qu'on fait en guerre économique, il y a besoin d'avoir un minimum de connaissances. Et vu que Yann Giron a travaillé pendant des années, que c'est a priori la référence française, pour pas dire mondiale, sur la question de la privatisation des océans par des trusts caritatifs américains, ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite. En complément, il y a aussi Mathilde Junot, qui a fait un documentaire que je vous invite à voir, qui est dispo, il est payant mais il est sur Vimeo, qui s'appelle Océan, la voie des invisibles, et qui montre bien tout le business qu'il y a derrière la privatisation des océans, mais qui s'appuie sur le prétexte soit de la surpêche, soit de la défense de la biodiversité. Et en fait, derrière, il y a des choses qui sont beaucoup moins respectables. J'ai pris Marion Cotillard parce qu'elle est plus photogénique que Lambert Wilson, même si Lambert Wilson est plus actif sur le récif de l'Amazone. C'est un petit remerciement quand même pour les militants anonymes et puis pour les célébrités qui font un peu écho aux enjeux écologiques. Mais en même temps, ça revient sur la critique que je faisais à l'encontre de Greenpeace. C'est-à-dire qu'ils vont diffuser un contenu à haute valeur émotionnelle qui sera repris ensuite par des militants, par des journalistes, par des célébrités et qui sera ensuite diffusé. C'est-à-dire que des célébrités connues comme Marion Cotillard, comme Lambert Wilson ou d'autres, Mélanie Laurent, vont reprendre le discours de Greenpeace et dire qu'il faut défendre l'environnement, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais vu qu'ils s'appuient sur des données erronées, ils vont eux-mêmes désinformer malgré eux alors qu'ils sont peut-être sincères dans leur combat et qu'ils ne font pas de business comme peut faire un DiCaprio avec sa fondation par exemple. Et ensuite, c'est juste une petite anecdote en passant, c'est que merci au service téléphonique parce que juste 2 jours, j'ai 2 portables à mon nom. 2 jours après avoir sorti le bouquin, en fait, il y a un des 2 portables qui a commencé à chauffer et la batterie commençait à descendre très très vite, ça m'est arrivé pendant 2 semaines. Et 2 jours après, c'est arrivé à l'autre téléphone portable. Sachant que je n'ai jamais arrivé à aucun de mes téléphones portables pendant 15 ans. Ça a duré 2 semaines et les 2 se sont arrêtés ensuite en même temps. Donc, petite anecdote en passant.
Alors, on peut donner plein de noms. On peut dire c'est une ONG iceberg, Greenpeace, puisqu'on voit que la surface des choses, mais que derrière, c'est beaucoup plus profond. On aurait pu. J'ai choisi de dire une ONG Tex Avery. Si vous êtes globalement tous de ma génération, enfin, il y a peut-être des plus jeunes, vous avez tous vu les dessins animés Tex Avery, qui reposent sur beaucoup d'exagération, ce qui fait le comique de situation. Et vous connaissez sûrement le chien qui va essayer de couper l'arbre, qui va le faire tomber d'un côté, qui va crier Timber, attention, ça va tomber, et puis qui finalement se le prend sur la tête. Donc c'est un petit peu ça, c'est quand j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui étaient convaincus par l'écologie et que j'aurais mis les contrefaits. Je pense à un de mes voisins que j'ai rencontré récemment qui donne à 3 associations dont Greenpeace. Il va continuer à donner, mais juste à 2 associations. Et il n'était pas vraiment militant, il avait un raisonnement assez poussé. Mais quand je lui ai exposé les éléments, ça lui a fait un petit peu cet effet-là, en fait. Voilà. Et l'autre côté, c'est un peu l'écureuil fou, c'est-à-dire que quand on tombe sur des données de Greenpeace, on est assez effrayé quand ils mettent en garde sur le danger de la fonte des glaces, de ceci ou de cela. On réagit souvent à l'émotionnel. Mais une fois qu'on connaît un petit peu leur mode de fonctionnement et qu'on sait qu'il y a pas mal de pipeaux, on a un autre type de réaction. Vous êtes peut-être tombé sur cette info. Une fois, ils avaient envoyé un communiqué de presse qui était incomplet. Et ils avaient mis à la fin entre crochets en majuscule « Remplir ici avec un factoïde apocalyptique et alarmant ». Donc l'idée, c'était même pas un fait, c'était un factoïde, c'est histoire de manipuler l'opinion, ou de l'influencer, pour être un peu plus indulgent. Voilà. Mais quand on connaît le fonctionnement de Greenpeace, en fait, on réagit plutôt comme ça, avec le temps. Ensuite, j'ai eu 2-3 échos quand même sur... alors, on m'a pas fait le coup de la théorie du complot ni des fake news, mais il y aurait des échos comme quoi le bouquin n'est pas sourcé. Donc, je suis assez compulsif là-dessus. J'ai mis 880 notes de bas de page sur 200 pages et quelques, parce que j'aime bien sourcer. Donc, la théorie du complot, ça viendra peut-être à un petit moment. C'est un mot qui est vachement à la mode. Mais ce qu'on privilégie en guerre économique, c'est plutôt ce qu'on appelle la théorie du complexe. C'est pas juste un jeu de mots, mais c'est qu'on essaie de voir sur plusieurs échiquiers, c'est ce qu'on fait à l'école de guerre économique, voir les interactions entre les différents acteurs. Vous avez du politique, vous avez de l'économique, vous avez du sociétal, et les trois sont assez souvent très imbriqués. Dans un autre domaine, par exemple, je peux vous prendre le site internet.org, je ne suis pas sûr que vous le connaissiez. Ça a été cofondé, c'est une organisation qui a été cofondée et co-dirigée par Mark Zuckerberg de Facebook. Et le but, c'est de faire évidemment de la philanthropie comme Soros, dans des pays comme des pays africains. Et là-bas, l'idée, c'est de diffuser Internet auprès de tout le monde pour améliorer la connectivité entre les gens, le lien entre les gens, les urgences s'il y a besoin. Bref, ils montrent ça sous un paravent très philanthropique. Donc là, vous avez de l'influence au niveau sociétal pour faire évoluer les mœurs. Vous avez aussi le business que ça représente avec le marché économique des entreprises. Et vous avez tout le gouvernement US qui est derrière, donc le côté politique. Et c'est un enchevêtrement des trois qu'on voit tout le temps dans le cas de guerre de l'information. Et là, vous le verrez aussi, puisque quand Greenpeace attaque une entreprise, pour les cas que j'ai analysés, derrière, c'est pas que Greenpeace. Il y a d'autres acteurs qui sont beaucoup plus influents. Et en fin de compte, Greenpeace, c'est juste une feuille de vigne, c'est l'arbre qui cache la forêt. Là, par exemple, vous avez, dans le cas d'EDF que j'avais analysé, ça, on va dire c'est la version médiatique. Il y a Greenpeace qui s'en prend à EDF. Mais quand vous reconstituez l'écosystème qui est derrière, vous obtenez un truc un peu plus complexe comme ça, par exemple. Là, il est petit, globalement, puisque le cas était pas... En fait, il était assez simple à étudier. Donc, vous avez les concurrents, vous avez tout ce qui est projet alternatif. C'est plus intéressant sur le récif de l'Amazon. Donc, pareil, présentation médiatique, Greenpeace lutte contre Total. Mais quand on reconstitue tout l'écosystème, on obtient quelque chose qui ressemble plus à ça. C'est-à-dire que vous avez, à droite, Total. En haut, vous avez les concurrents de Total dans le champ pétrolier. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas analysé toujours, c'est pas combattu de la même manière par Greenpeace que Total. Vous avez derrière des ONG qui peuvent collaborer avec Greenpeace dans divers cas. Et en dessous, vous avez ce qui concerne les ONG bleues, qui sont centrales dans ce cas-là, puisque ça traite des océans, et j'y reviendrai. Un petit coup de prudence méthodologique, puisque l'idée, c'était pas de faire comme Greenpeace, mais dans l'autre sens. Il y a quelques précautions à prendre. C'est ne pas généraliser. C'est ce que je vais vous exposer. Ça traite de ce que j'ai vu, c'est-à-dire j'ai étudié les 6 principales sections de Greenpeace, et j'en ai parlé pour le cercle Aristote, donc pour des questions de temps, je ne vais pas vous le refaire là, je ferai peut-être un petit laïus, mais pas plus que ça. Et c'est pas dire, en sortant de la conférence, Greenpeace c'est ceci, Greenpeace c'est cela. C'est plutôt Greenpeace, pour les 3 cas que j'ai étudiés, c'est-à-dire les sables bitumineux en Alberta, le pétrole marin dans le récif de l'Amazone et le nucléaire et tous les enjeux qui y a autour, Greenpeace
Est-ce que Greenpeace manipule? Pour moi, clairement, oui. Ensuite, est-ce que Greenpeace est vraiment David contre Goliath? Non. Est-ce qu'il manipule volontairement en jouant de cette image? Oui. Bon, c'est un petit peu autre jeu, puisque si on prend l'autre nom d'une ONG, une ONG c'est quoi? C'est une entreprise, ça a besoin de fonds pour fonctionner, donc ça doit jouer un petit jeu pour ramener de l'argent aussi. Sourcer, bon, ça je vous en ai assez parlé. Faire attention aux sources aussi, pas prendre n'importe quel site qui ne pourra pas ensuite référencer ces informations. J'ai pris pas mal de sites officiels, de sites gouvernementaux, des sites scientifiques, ce qui permet d'appuyer un petit peu le propos. Rester mesuré, puisque le risque c'est de devenir plus royaliste que le roi. Moi j'avais de la sympathie pour Greenpeace, l'envie était souvent de leur mettre des gros taquets, mais si vous discutez avec une personne qui est convaincue et que vous essayez de lui faire comprendre qu'il y a d'autres enjeux qui sont derrière, si vous êtes aussi militant qu'elle, ça ne va pas le faire. Et surtout, ça apporte rien. Et les éléments de langage, c'est un petit peu ce que je disais sur par exemple les financements. Quand je dis une ONG, c'est une entreprise. C'est là que Greenpeace est très maligne. C'est-à-dire qu'il y a des ONG comme le WWF, par exemple, qui travaillent main dans la main avec les entreprises. C'est assumé, c'est revendiqué, ils font du boulot ensemble, ils avancent. Bon, ça se fait. Greenpeace dit, nous, on reste indépendant des entreprises, on ne touche pas d'argent de leur part. Ce qui est vrai, on peut le reconnaître, c'est très bien. Mais là où ils sont malins et où c'est très subtil, c'est que les fondations, vous voyez ce que sont les fondations et les trusts, globalement. Ce qu'on voit en guerre économique, c'est que ce sont la plupart du temps des paravents d'entreprises et qui servent les intérêts de diverses entreprises, d'acteurs économiques. Mais le coup de fin de fondation, on peut se mettre en avant en tant que philanthrope. On ne se fait pas attaquer comme quand on ferait du greenwashing, ce qui est le cas d'une entreprise à chaque fois. Si une entreprise essaye de se défendre contre une attaque, on va dire mais elle ment. Et si elle dit rien, on va dire vous voyez, elle cache. Donc de toute façon, l'entreprise est perdante. Donc ces éléments de langage sont super importants et ça permet de comprendre Greenpeace d'une autre manière. Quand ils disent nous sommes indépendants des entreprises, oui, mais ils ne sont pas indépendants des acteurs économiques. Mais ça, ils ne le disent pas. C'est pareil sur un autre élément de langage qu'ils emploient, ils disent nous sommes soutenus par plus de 3 millions de personnes dans le monde. Donc c'est vrai, sachant que si vous donnez 5 euros par mois, vous êtes un de ces soutiens. Si vous donnez 100 euros par mois, vous êtes un équivalent soutien. Mais un soutien n'est pas un adhérent et n'est pas un militant non plus. Donc le nombre est en fait beaucoup plus petit. Ça peut expliquer aussi pourquoi dans certains pays, comme par exemple la Chine ou l'Inde, ils ferment un petit peu leur bouche. Sur l'Inde, leur gros combat en Chine, c'est la lutte contre les baguettes jetables. Alors qu'il y a des enjeux comme le nucléaire par exemple, mais ils sont concentrés sur les baguettes jetables. C'est pas le plus important. Mais disons que s'ils restent assez mesurés là-dessus, ça leur permet de ne pas se faire censurer, donc potentiellement d'augmenter leur base, d'augmenter leur nombre de soutiens, et ensuite c'est la rivalité mimétique avec les autres entreprises, avec les autres ONG. Par exemple, s'ils gagnent 3 millions de soutiens en Chine, ce qui est moins compliqué que dans d'autres pays, et ensuite 3 millions en Inde, sachant qu'en 2012, en Inde, ils sont passés de 2 à 12 bureaux, donc ils sont vraiment sur une logique de croissance. Là, ils pourront dire, nous avons 10 millions de soutiens, nous sommes la première ONG écologiste du monde. Donc ensuite, il y a des rivalités mimétiques, il y a des enjeux d'influence, de légitimité, et puis de captation de fonds. Et ensuite, autre méthode qu'on voit en guerre économique, ce sont 5 questions objectives qu'on doit toujours se poser dans leur recueil de données. C'est le qui, quoi, où, quand et comment. À partir de là, vous pouvez retracer globalement les éléments. Ce qui est par contre beaucoup plus casse-gueule, c'est quand on arrive à la question du pourquoi. On parle rarement de preuves en guerre économique, on parle plutôt de faisceaux d'indices, d'éléments qui se recoupent. On est mesuré, ça évite de se prendre un procès déjà, c'est une petite pudeur de langage. Et surtout, si vous avez bien répondu aux 5 premières questions, mais que vous ne tenez pas la route sur la 6e, vous discréditez complètement votre discours et votre analyse. C'est un risque pour vous, mais aussi si vous essayez d'avoir une discussion sérieuse avec quelqu'un. Ensuite, en guerre économique, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Là, je traite de ces cas, donc je prends un petit peu le contre-pied de Greenpeace. Je vois comment ils opèrent. Ça ne veut pas dire que Total ou EDF sont des gentils ou qui font le bien de l'humanité non plus. Et ni que le combat de Greenpeace, sur certains thèmes, est malhonnête. Il y a juste des informations erronées et des procédés qui sont un petit peu douteux. Parfois complètement douteux même. Donc par exemple, les sables bitumineux polluent, je pense que c'est une évidence. Dès qu'il y a extraction, dès qu'il y a industrie, ça pollue. Mais il faut voir dans quelle mesure, il faut voir si les informations données sont bonnes. Dans le cas numéro 2, protéger le récif de l'Amazon, a priori, vu que c'est un très beau récif, il n'y a pas de raison d'être contre. Et troisième cas, il y a des critiques à faire contre le nucléaire, sauf que les critiques qu'apporte Greenpeace sont un petit peu erronées quand même. Alors là, je parle d'indignation sélective. Dans le bouquin, je fais à chaque fois en 3 parties les gardes l'info. Vous avez ce que j'appelle la forme, donc comment Greenpeace s'y prend pour attaquer. Vous connaissez un petit peu leur méthode, c'est de l'agite propre, ils occupent des usines, ils bloquent des camions, c'est assez classique.
Ce qui est intéressant de voir, c'est les dates auxquelles ça commence. Il y a des fois des correspondances entre divers éléments qui sont assez intéressants. Le fond, donc ce que j'ai mis sous le petit argument, cui bono, c'est le double fond, c'est-à-dire qu'est-ce qui se cache derrière comme une valise à double fond, et le double fond avec un S aussi, parce qu'en général, il y a toujours un bailleur de fonds. Dans le cas par exemple des sables bitumineux, donc ce sont Total et Shell qui ont le plus pris, et aussi Suncor et Syncrude, et qui se sont fait, selon les entreprises, ils se sont fait envahir leur site, ils ont pris des guerres de l'info, ils ont pris des opérations d'influence, on a tenté de les discréditer, on a monté des faux sites contre eux. Ça dépend. Il y a même Greenpeace qui a fait des vidéos pour essayer de leur taper dessus, qui a fait des pétitions. Mais on s'aperçoit que c'est pas le cas de toutes les entreprises. Et c'est à partir de là qu'on voit si Greenpeace est honnête dans son combat. Est-ce qu'ils veulent lutter contre les entreprises qui extraient du pétrole depuis les sables bitumineux, ou alors est-ce qu'ils visent certaines entreprises, et dans ce cas, pourquoi ils n'en visent pas d'autres? Et globalement, c'est toujours la même chose. ExxonMobil ne se fait pas attaquer, sachant qu'Exxon se fait attaquer par Greenpeace, mais depuis assez récemment maintenant, depuis que Rockefeller en fait n'investit plus du tout dedans. British Petroleum, c'est un bon exemple. Vous avez Arbulo qui avait fait un article dessus en 2010 quand il y a eu la catastrophe dont vous vous souvenez peut-être, c'était Deepwater Horizon. April 20th, 2010. 11 workers died and 17 were seriously injured by an explosion on the Deepwater Horizon, an offshore drilling rig located approximately 50 miles off the coast of Louisiana. The rig burned for 2 days, eventually sinking and triggering the largest oil spill in US history. Dans le golfe du Mexique. C'était la pire catastrophe écolo du siècle. Et on s'attendait à vraiment une grosse attaque de Greenpeace, puisque quand il y avait eu la catastrophe Brandspar, enfin c'est même pas une catastrophe, quand il y avait eu la plateforme Brandspar en 95, Greenpeace avait fait tout un foin. Et en fait, contre British Petroleum, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont mis quelques banderoles, ils ont fait un peu d'agite-propre, ils sont allés les faire chier gentiment dans leurs locaux, mais c'est pas allé beaucoup plus loin. Et c'est ce qui arrive souvent avec BP. Les entreprises chinoises, il n'y a rien eu du tout, mais vraiment rien eu du tout. Et les entreprises canadiennes, il n'y a rien eu non plus. Pourtant, d'après les noms qui sont ici, vous allez pouvoir en retenir quelques-uns, les entreprises sont opérantes dans les sables bitumineux. Par exemple ici. Là, c'est un petit peu loin. Peut-être qu'au montage en vidéo, ça sera plus visible. Mais là, vous voyez qu'il y a Shell évidemment, mais vous avez British Petroleum, vous avez Chevron, et vous avez d'autres entreprises qui sont aussi investies. Donc la forme de l'action n'est pas toujours la même selon l'entreprise. Des fois c'est passé sous silence, ou des fois vous avez ce qu'on appelle plus du damage control. Vous avez l'entreprise qui est un peu attaquée, comme British Petroleum, des fois, mais de manière assez gentillette, pour que ça passe pour de l'attaque, mais qu'en même temps ça leur pose pas de réels problèmes. C'est pareil pour le récif de l'Amazon. Là je vous montre les noms des entreprises, mais après ça va devenir plus explicite. Donc c'est Total qui se fait globalement attaquer. British Petroleum aussi, mais quand il y a une pétition qui a été faite, pour demander à Total et British Petroleum de partir, il y avait juste le logo de Total. Il y a aussi une vidéo qui a été faite par Greenpeace, une vidéo, alors là on joue sur l'émotion, c'est-à-dire qu'il y a du noir et blanc, il y a une musique anxiogène, il y a tous les éléments qu'il faut pour en fait susciter l'émotion et susciter l'adhésion. Et il y a une vidéo qui était faite, mais qui était seulement contre Total. Ils ont fait une pétition qui a recueilli pas mal de signatures. Et ils ont aussi fait, contre Total, celle-là, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont investi des stations-service, ils ont travaillé avec une ONG qui s'appelle ANV COP21, qui a beaucoup de partenaires aussi qui sont dans l'écologie, un peu plus loin dans le business vert. Ils sont actionnaires très minoritaires chez Total, ce qui leur permet d'accéder au conseil d'administration. Et ils ont lancé leur garde l'info, ils ont sorti un rapport juste avant le conseil d'administration de Total, où ils ont pu poser des questions. C'est visible sur le site de Total, vous avez les questions et vous avez les réponses de Total. Sachant que Total a proposé plusieurs fois à Greenpeace d'aller sur les lieux pour se rendre compte par eux-mêmes de ce qui se passe, et Greenpeace a toujours refusé. Ou en tout cas n'a pas donné suite. Et là vous avez un élément aussi intéressant dans cette garde l'info, dont on discutera sur le David contre Goliath, c'est aujourd'hui, être David, être Goliath, c'est quoi? On est dans une société de l'information, donc le Goliath, a priori, quelle que soit sa taille, c'est celui qui maîtrise les caisses de résonance et les canaux d'information. Il y avait un exemple pratique, c'était avec un tweet qu'avait fait Greenpeace, qui avait eu plus de 100 retweets. Et vous avez une responsable de Total qui avait répondu, et qui avait dit, nous réitérons notre invitation. Alors les grandes entreprises répondent comme à l'ancienne, ils font des communiqués, ils croient que ça suffit, alors que ça suffit pas du tout. Ils ne sont pas du tout en mode garde l'information. Ils avaient fait un communiqué où ils invitaient Greenpeace à venir sur les lieux, voir comment ça se passait. Il y a eu seulement 5 retweets, soit 20 fois moins que ce qu'avait eu Greenpeace. C'est-à-dire que la garde d'information
est gagné par Greenpeace, et le contrôle de l'information, la puissance informationnelle, est gagné par Greenpeace. C'est-à-dire que le Goliath au niveau informationnel, c'est pas la grande entreprise, mais c'est l'ONG. Parce qu'elle bénéficie en plus d'une aura bienveillante. Et là, ce qui est intéressant, vous voyez les noms à côté, vous voyez qu'il y a des entreprises brésiliennes. Donc encore une fois, elles ne se font pas attaquer. Donc c'est marrant. Quand Greenpeace est au Canada, il ne s'attaque pas aux entreprises canadiennes. Et quand c'est au Brésil, l'ONG ne s'attaque pas aux entreprises brésiliennes. Vous avez encore Chevron qui n'est pas non plus attaqué. Ce qui est intéressant dans le cas de Chevron, puisqu'ils s'étaient fait, je crois, interdire à un moment de forage au Brésil, puisqu'il y a eu de gros dégâts à cause d'eux. Il y avait une grosse fuite de pétrole. Et le seul truc qu'avait fait Greenpeace, ils avaient juste mis un peu de faux pétrole devant les locaux de Chevron. Ils avaient une banderole, ils ont mis votre bazar, c'est nous qui l'assumons, etc. Et c'est tout, alors que c'était une grosse fuite. Là, vous voyez les entreprises qui agissent dans le récif ou à proximité du récif de l'Amazone. Au départ, il y avait une branche britannique de Greenpeace qui s'appelle Greenpeace Energy. Greenpeace Energy Desk qui s'appelle maintenant Unearth Greenpeace, qui est dirigé par un mec qui est proche des réseaux Soros, qui s'appelle Ndaman Kaya, et qui avait dit Total va forer à 8 km du récif. Après une correction de Total, ils ont dû modifier eux-mêmes, c'est 28 km, c'est pas 8 km. Donc Total est en rouge. Donc on n'est pas en cours, donc je ne vais pas vous poser la question qu'est-ce que vous remarquez, mais vous pouvez remarquer quand même qu'il y a des entreprises qui sont carrément sur le récif, et il y en a qui sont beaucoup plus proches, alors qu'elles ne sont pas du tout attaquées. Et pourtant, on les voit essentiellement, c'est des brésiliennes. Et le plus intéressant dans cette carte, c'est même pas ces éléments-là, c'est qui a fait cette carte. Cette carte vient de Greenpeace. Donc je crois que dans le bouquin, il doit y avoir le logo, il me semble. Je chercherai plus tard. Mais ouais, c'est ça. Dans le bouquin, il est marqué, c'est page 117, il y a le petit logo Greenpeace en bas. Là, je l'avais coupé. Mais la carte provient de Greenpeace. Donc en fait, ils se tirent une balle dans le pied, puisqu'ils disent Total fort, non loin du récif, mais ils montrent même qu'il y a des entreprises qui sont beaucoup plus proches, mais qui n'ont rien du tout. Pour s'en rendre compte, il faut aller sur le site brésilien de Total. Donc c'est en portugais, mais grâce à Google Chrome, vous avez une compréhension à peu près potable de ce qui se dit, et puis il n'y a pas d'attaque contre les entreprises brésiliennes. Là, vous avez le fichier du 11e round pétrolier, sachant que les rounds, c'est chaque année les moments où il y a des négociations pour savoir à qui on attribue les concessions pétrolières. Donc c'est à coup de billets que ça se fait, hein, c'est des enchères en fin de compte. Et donc là, c'est le 11e round. Et vous pouvez voir donc encadré en rouge, le grand rectangle, c'est avec le récif de l'Amazone, fosse de Amazonas. Et les rectangles, c'est ce qui concerne Total. Vous pouvez remarquer qu'il y en a pas mal qui ne concernent pas du tout Total. Et puis il n'y a pas d'attaque non plus, de Greenpeace. C'est comme ça qu'on remonte un petit peu l'information. On prend la source première, on voit qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se dit pas. Et c'est pour ça qu'on en vient à se questionner, mais il y a peut-être des enjeux derrière. Comment ça se fait que Greenpeace n'attaque pas là-bas, alors qu'ils sont présents aussi au Brésil, hein, et qui disent nous travaillons avec les autorités, etc. Troisième lieu, cette fois j'ai pas pris des différences d'entreprise, j'ai pris des différences d'énergie. Parce que globalement, sur le nucléaire des autres pays, Greenpeace n'est pas trop regardant. Et là, je prends les énergies, c'est ce qui me semble le plus intéressant. Donc ils attaquent le nucléaire, et dans les arguments que je vous expliquerai après, ils mettent en avant d'autres énergies. Dans leur scénario de transition énergétique qu'ils ont fait en 2013, les voitures électriques, donc la batterie c'est fait à partir de cobalt et de lithium. Le lithium, ça fait quoi ? C'est extrait globalement en Argentine, en Bolivie et au Chili. C'est très polluant aussi quand on l'extrait. Ça fait des dépôts de lithium cancérigènes. Ça déporte des populations qui vivaient de l'agriculture, qui doivent aller travailler en ville. Et ça massacre les couloirs des écosystèmes. Les écrans plats, le cristaux liquide. Donc c'est fait à partir de trifluorure d'azote, qui est considéré comme gros émetteur de CO2, tellement qu'aux accords de Durban de 2011, ils ont dit qu'il fallait ajouter cet élément à l'annexe A du protocole de Kyoto sur les gaz à effet de serre. Mais Greenpeace en fait présente dans ce rapport, vous pourrez le voir si vous voulez, les choses de manière très positive. C'est-à-dire ils disent pas bon on propose ça, mais bon ça a quand même ses défauts. Mais c'est que du positif, c'est du marketing. C'est-à-dire que c'est pas un travail de scientifique, c'est pas un travail d'ONG qui cherche à faire de l'information ou à avertir les citoyens, à les alerter pour les éveiller et à ce qu'on puisse en discuter. Mais c'est vraiment du pur marketing, du pur slogan. Donc trifluorure d'azote, l'indium.
L'indium, ça a été considéré par la Commission européenne, ils l'ont mis sur leur liste en mai 2014, comme les matériaux critiques, c'est-à-dire qui vont bientôt disparaître. Donc, pourtant, Greenpeace en fait la grande promotion. Ils étaient même fiers de dire que les LED, leur Rainbow Warrior 3, leur bateau, était équipé de LED, sachant que les LED sont faites à partir de l'indium aussi. Donc c'est pas si écolo que ça, c'est même plus anti-écolo. Pour les panneaux solaires, il y a différents types de panneaux solaires. Essentiellement, ils sont faits à partir du silice, donc le raffinage est extrêmement dégueu et très polluant, et ça peut aussi entraîner des risques pour la santé. Mais comme toute industrie, vous avez tout ce qui est particules fines, vous avez des émissions, vous avez des produits toxiques, et ça peut entraîner la silicose qui elle-même peut dégénérer en tumeur cancéreuse. Et à côté, l'éolien, c'est mon préféré parce qu'ils font énormément de promotion, il y a énormément de lobbying autour de cette énergie. Mais pareil, il y a des choses qui ne sont pas dites, que ce soit sur l'efficacité par rapport au facteur de charge, le fait que ça soit une énergie intermittente qui nécessite l'ajout de centrales thermiques et la construction de lignes à haute tension pour combler quand ça ne va pas, le fait que les centrales thermiques qui fonctionnent au charbon fonctionnent par intermittence selon le fait que l'éolienne marche ou ne marche pas, parce qu'elle fonctionne entre 11 et 80 ou 90 km/h. Vous avez le coût du néodyme que je vous ai mis là. Le néodyme, c'est une terre rare qui est utilisée pour faire les aimants des éoliennes. Et Jean-Louis Butré, qui dirige la Fédération Environnement Durable, donc anti-éolienne, avait écrit un bouquin sur le sujet, sur les éoliennes, et il expliquait qu'il faut environ 600 kg de néodyme pour une éolienne offshore. Donc vous imaginez la quantité qu'il faut. Et le petit élément marrant, si vous voulez vérifier par vous-même, le lac qui a été considéré comme le lieu le plus pollué au monde en 2015, c'était le lac Baotou, donc c'est province chinoise de la Mongolie intérieure. On dirait un champ d'extraction de pétrole, une photo prise par Greenpeace. C'est hyper pollué, c'est un massacre en fait. Et il y a je crois que c'est le Daily Mail qui avait fait, je donne les sources de toute façon, c'est le Daily Mail qui avait fait des enquêtes en immersion dans les usines où ils raffinent le néodyme. Donc vous avez des projections d'acide, vous avez les ouvriers qui souffrent de maladies pulmonaires, vous avez des gros problèmes de santé. Et dans les villages limitrophes, ils ont les cheveux qui tombent, ils ont les dents qui tombent, il y a les bébés qui naissent avec les os poreux. Et il y a pas mal de soucis de santé. Et il y a une seule personne de Greenpeace qui en a quand même parlé, qui s'appelle Jimmy Choi, de Greenpeace Chine à l'époque, mais ça n'a jamais été repris, et puis depuis elle est partie de Greenpeace Chine. Et le coût des infrasons, ça circule de plus en plus. Vous avez un reportage indépendant, donc je dis toujours attention quand je dis indépendant, mais il a l'air pour le coup indépendant, qui a été fait par un Suisse qui s'appelle Alain Belim, qui s'appelle L'éolien, un ami qui vous fait du mal. Vous pouvez voir sur les effets des infrasons. Il donne pas mal d'informations. Vous avez aussi Jean-Pierre Rioux, association du Mont-Champeau, qui a un site et qui reprend des études complètes sur les dangers des infrasons. Donc les infrasons sont créés par les pales des éoliennes qui tournent. Sachant que l'infrason, comme le rappelle Belim, c'est une arme de guerre au départ. Et ça peut entraîner des problèmes donc acoustiques, des problèmes physiques, des problèmes psychologiques, des problèmes de développement cognitif, un tas de soucis. Et il y a même la revue clinique de la Société royale de médecine anglaise qui a pris beaucoup de témoignages et qui a recoupé pour voir les différents soucis de santé qu'avaient les personnes qui subissaient les infrasons. Sachant que dans le reportage de Belim, il prend la vidéo aussi d'un agriculteur australien qui montre que dans les œufs de ses poules, il n'y a plus de jaune d'œuf. Et Belim dit, mais qu'est-ce que ça peut faire sur une femme enceinte, par exemple? Est-ce qu'on serait prêt à prendre le risque? Alors les arguments de Greenpeace, pour chaque cas, ils sont variables. Et donc ce que j'ai fait, c'est de revenir dessus à chaque fois. Je me suis un peu fait l'avocat du diable, mais c'était pour voir est-ce que ça tenait la route ou est-ce que ça tenait pas la route. Donc pour les sables bitumineux, ils ont dit d'abord c'est un désastre climatique. Ils aiment bien les néologismes, donc ils parlent de politique climaticide de Total, de projet climaticide. Ils disent oui, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre, attention, les sables bitumineux, l'extraction. Et il y a un rapport de mai 2016 du gouvernement canadien qui a repris les chiffres, qui a analysé les chiffres d'émissions de 2014 et disent ça représente 9,3% des gaz à effet de serre du Canada. Au niveau mondial, ça fait 0,1%. C'est-à-dire globalement, c'est que dalle, quoi. Et Greenpeace dit, histoire de faire peur, ça pourrait faire, je crois qu'il y a des Belges parmi nous, ça pourrait faire une émission de l'équivalent d'un pays comme la Belgique. Histoire de faire peur. Ils aiment bien prendre les pays comme ça pour dire ça fait ça. Désastre économique. Ils disent oui, ça pourrait détruire 55 000 emplois en Alberta. Donc c'est vrai par contre que depuis 2015, avec la chute du prix du baril, il y a beaucoup d'emplois qui ont été perdus dans les sables bitumineux, alors qu'avant, c'est Randstad Canada qui l'a montré, c'est une agence de recrutement, notamment dans le secteur, qui a montré qu'au contraire, ça donnait la plus forte croissance du pays, qu'il y avait les meilleurs salaires du pays,
c'était au-delà de la moyenne nationale, et que ça avait créé beaucoup d'emplois dans différents secteurs, puisque ça nécessitait beaucoup d'industrie, que ce soit pour le forage des puits in situ, que ce soit pour le transport, ou que ce soit pour la main-d'œuvre qualifiée. Donc encore une fois, argument pas totalement infondé, mais à l'époque où ils l'ont formulé, c'est un argument infondé. Liberté totale pour les groupes pétroliers. Alors ça, c'est pas du tout le cas par contre, puisque quand vous vous renseignez sur les sites officiels, le gouvernement canadien dit bien que les entreprises doivent payer des droits et des impôts, donc qui chiffrent au total en quelques années à plusieurs milliards, et ils peuvent être imposés. Au début, je crois que c'était 25% sur les profits, et maintenant c'est passé à 40%. Et le gouvernement dit bien que les entreprises font parfois face à des gros dépassements de frais ou à des gros problèmes d'investissement ou de retard, et donc c'est pour leur pomme. Donc il n'y a pas de liberté totale, ou comme dit Greenpeace, de socialisation des pertes, mais de privatisation des profits. C'est pas du tout le cas. Les dégâts sur l'environnement, il y a plutôt 3 éléments à retenir. Il y a la pollution de l'eau. Donc là, je vous avais pris quelques organismes qui surveillent l'eau, parce qu'on croit qu'en fait les entreprises peuvent tout faire sans être surveillées, mais c'est pas du tout le cas. En plus, vu la tradition canadienne, ils sont hyper carrés sur ce qui concerne l'environnement, c'est comme l'Allemagne. Donc il y a plusieurs organismes qui existent et qui surveillent depuis les années 70. Vous avez le programme régional de surveillance des zones aquatiques, la Société royale du Canada et le portail gouvernemental du Canada d'Alberta sur les sables bitumineux, qui invalide complètement tout l'alarmisme de Greenpeace. Vous avez ensuite l'argument sur la destruction de la forêt boréale. Là, Greenpeace prend encore des pays, ils disent ça pourrait détruire une surface de l'équivalent de la Grèce, du Danemark et de la Finlande réunies. Plouf, plouf, au pif. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'il y a la forêt boréale, avec ce qui va autour, ça représente 3,1 millions de kilomètres carrés. Et les analyses officielles ont conclu qu'en 40 ans, il y a seulement 741, enfin seulement avec des guillemets, seulement 741 ou 751 km² qui ont été exploités. Et la plupart des exploitations se font in situ, c'est-à-dire avec des puits intérieurs. Donc ça ne touche pas l'écosystème et la forêt. Et en dernier lieu, j'avais trouvé aussi des infos que j'ai remises là-dedans sur Environnement Canada, qui analyse la santé des animaux dans différentes régions, notamment la région des sables bitumineux. Et il voit que dans la région des sables bitumineux, d'après les analyses, c'est hyper technique, il y a pas de, enfin, la conclusion c'est qu'il n'y a pas de conséquences négatives sur la santé des animaux pour ce qu'ils ont pu voir pour le moment. Sur les cancers et les poissons, alors de ce que j'ai trouvé, il y a un endroit a priori où il y a un peu plus de cancers, mais Greenpeace n'en parlait pas. Et il y a des sites où les émanations sont considérées comme cancérigènes, en effet. Mais ça, Greenpeace n'en parlait pas. Ce qu'ils ont dit sur les cancers, ils sont appuyés sur quelqu'un qui s'appelle John O'Connor, qui était considéré comme un lanceur d'alerte, et qui a dit il y a une explosion des taux de cancer, c'est anormalement élevé, voilà ce qui se passe dans différentes tribus. Mais il n'a jamais voulu fournir ces données à Health Canada, pour que Health Canada dise on va les guérir, on va voir ce qui se passe, et puis on va agir en conséquence. Il a toujours refusé. Et en novembre 2009, il y a un document accablant qui est sorti sur lui, de la part du collège des chirurgiens d'Alberta, et qui montrait qu'il avait menti sur énormément de choses. Greenpeace a travaillé avec lui, il a fait partie de la délégation Greenpeace qui allait en Scandinavie pour demander à Statoil, une entreprise scandinave, d'arrêter de faire des investissements dans les sables bitumineux. Mais du coup, en fait, le mec, pipeau. Et sur les poissons, un des arguments de Greenpeace, c'était le coup des poissons mutants. Les poissons qui changent à cause des sables bitumineux. Et ça, c'est un mec qui bosse pour le lobby pétrolier, qui s'appelle Ezra Levant, qui écrit dans un livre qui s'appelle Ethical Oil, que du coup, c'est pas vrai. Il est allé voir un ichthyologue qui lui a dit que depuis longtemps, on sait que la laquèche aux yeux d'or, quand elle se décompose, elle a en fait la mâchoire qui tombe, et on a l'impression que c'est une double mâchoire quand elle est morte. Donc c'est pas du tout un poisson qui a muté. Le récif de l'Amazone. Alors, là, pour le sable bitumineux, je me suis appuyé sur des arguments que mettait en avant Greenpeace. Pour le récif de l'Amazone et pour le nucléaire, je vous l'ai dit, c'était le rapport scénario de transition énergétique. Mais pour le récif de l'Amazone, je me suis appuyé sur le rapport qu'a fait Greenpeace 3 jours avant le conseil d'administration de Total. C'était forage pétrolier au large des récifs de l'Amazone, un risque inacceptable. Ils mettaient dedans que donc Total sous-estimait les risques et ils essayaient de mettre des chiffres alarmistes. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre en pourcentage, ils mettaient en pour 1000. Ils disaient, mais il y a 52 pour 1000 de risque d'explosion de puits. Donc ça fait 0,52%, c'est que dalle. Ça veut dire que, c'est marrant, c'est le fonctionnement du cerveau. Ça veut dire que si vous essayez d'inverser, vous ne dites pas il y a tant de risques, mais si je vous dis il y a 99,48% d'absence de risque, vous allez conclure qu'il y a globalement il n'y a aucun souci.
Tandis que si on dit 0,52% de risque, il y a quand même le mot risque. Donc c'est un petit peu inquiétant pour le cerveau quand même. Enfin, c'est comme ça que le cerveau fonctionne connement, comme ça. Il gère pas le négatif. Du coup, ils ont dit, et puis si pendant les phases d'exploration, c'est multiplié par 2. Bon, ça fait 1,04%. Et ils ont dit dans le rapport, c'est multiplié par 7 au-delà de 4500 mètres de profondeur. Le problème, c'est que au niveau du récif de l'Amazone, ça va pas aussi profond que ça. C'est pas, par exemple, ce qu'on appelait le pré-sal, qui est une autre partie des sables, du pétrole marin, des zones pétrolifères du Brésil. Là, Total n'est pas concerné dans ce cas-là. Ils sont appuyés aussi sur une entreprise, sur plusieurs experts, donc dits indépendants évidemment. J'ai trouvé des infos seulement sur un d'entre eux, qui bosse pour une boîte qui s'appelle Tetra Tech, qui a été convaincu d'un gros scandale aux États-Unis, puisqu'ils avaient volontairement sous-estimé le degré de radioactivité d'un site qui leur a été confié, dont l'analyse leur a été confiée, un site qui ensuite allait accueillir des commerces et des logements. C'est une boîte publique qui est proche de l'USAID et qui a été, c'est important pour la suite du cas, qui a partenaire par le passé de Conservation Internationale. Et je reparlerai de cette ONG qui est très importante. Sur le coup de la protection de la faune et de la flore riche, il y a ma petite sensibilité écolo, aucune chose à redire. Les carences dans les modélisations de Total. Alors Total n'a pas fait les modélisations par elle-même, mais a fait appel à une société qui s'appelle ProOceano, qui maintenant appartient à des boîtes globalement françaises, donc une boîte qui s'appelle CLS, ça je crois c'est collecte, localisation satellite ou quelque chose comme ça, IFREMER, donc l'Institut français de recherche sur la mer, d'études sur la mer, et un autre qui est le nouveau nom d'AXA Private Equity. Et ce qui est marrant, c'est que ProOceano a fait donc pas mal d'analyses sur les termes. Ils avaient dit que c'était une collecte, c'est ça, de données sur la salinité, sur la température, sur les fonds marins. Et ce qui est marrant, c'est que ProOceano a aussi pour clients des boîtes brésiliennes qui investissent aussi dans le pétrole marin du récif de l'Amazone. La structure géologique peu connue, donc ça c'est un faux argument, fake news comme on dirait aujourd'hui, puisque Greenpeace, puisque l'ANP brésilienne, c'est-à-dire l'Agence nationale du pétrole, avant des rondes où ils attribuent des concessions pétrolières, ils s'assurent quand même que ça soit viable, qu'il n'y ait pas de danger géologique, que ça pose pas de problème s'il y a des forages. Et là, ils avaient mis un document de plus d'une centaine de pages par un analyste qui lui avait fait des études, notamment gravimétriques, qu'est-ce que j'avais noté, des analyses tectoniques notamment, pour voir si c'était faisable, et donc la structure géologique était parfaitement connue. Et sur les émissions de CO2, même réponse en fait que pour les sables bitumineux d'Alberta, sachant qu'il y en aura moins ici. Pour le troisième cas, sur le danger du nucléaire, il y a des antinucléaires par ici ou pas? Est-ce que vous savez globalement les déchets dangereux du nucléaire, c'est-à-dire ceux à haut taux de radioactivité, combien ça représente sur 100, en pourcent? Est-ce que vous avez une idée? Pardon? 0,2. 0,2, ouais, c'est ça. Mais par contre, ça Greenpeace ne se dit pas du tout, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déchets qui sont inoffensifs ou rapidement inoffensifs. Il y en a qui sont recyclés. Il y a même 3 étudiants du MIT qui ont réussi à monter une centrale qui fonctionne avec les déchets des déchets nucléaires, tout simplement. Et voilà, mettre ça. Mais Greenpeace dit le nucléaire c'est dangereux, les déchets nucléaires c'est dangereux, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Bon, c'est vrai, les déchets, on est un peu emmerdé pour les enfouir. Mais ils ne distinguent pas du tout. Ils ne disent pas qu'il n'y a que 0,2%, c'est-à-dire il y a 99,8% des déchets nucléaires qui ne sont pas à haut taux de radioactivité et à vie longue. C'est encore une manière d'influencer en vous présentant seulement une facette de la chose. Alors sur la faillite financière d'EDF, c'est très filou de leur part, puisque EDF depuis 2007 doit s'ouvrir à la concurrence. Il y a une loi qui s'appelle la loi NOM qui l'oblige notamment à financer les concurrents. Enfin pas à financer les concurrents, mais à vendre à bas prix l'électricité. Et ce que dit EDF, il dit mais on vend à perte. On vend à perte du coup et ça nous fait dégringoler. Et en effet, en 2015, ils sont passés du CAC 40 au CAC NES 20, la deuxième division des entreprises, quoi. Et mais Greenpeace n'a jamais dit que eux, avec leur lobbying, étaient responsables, puisque l'idée de la loi NOM, c'est aussi de faire financer les énergies renouvelables. La loi NOM et la CSPE. La CSPE, c'est Contribution au service public de l'électricité. C'est ce qui fait que sur votre facture, le prix a gonflé. Et ça sert là, par contre, à financer une partie des énergies renouvelables. Et je crois que c'est Capital, le journal, qui notait qu'entre 2002 et 2015, la CSPE veut augmenter de 550%. Donc c'est énormissime.
Mais ça, c'est le truc malin de Greenpeace, c'est de jamais en parler, de dire ça monte, mais ils disent jamais pourquoi ça monte. Et pourquoi, ils disent jamais ce sont les énergies renouvelables qui sont à l'origine de cette hausse du taux d'électricité. Sachant que, ce qui est marrant aussi, enfin marrant, faut rire jaune, hein, sur les énergies renouvelables, ils disent ça va permettre de payer moins cher l'électricité. Ça va permettre de faire des économies, ça fait des économies pour les ménages les plus modestes. Mais sur le site Eurostat, on voit que les deux, j'ai reproduit le tableau, les deux pays où l'électricité est la plus chère, c'est le Danemark et c'est l'Allemagne, deux pays qui sont passés à la transition énergétique. Donc, pipeau de leur part. L'indépendance énergétique, bah ouais, ils ont raison, puisque l'uranium est importé du Niger, essentiellement, pour 40%, mais en tout cas, on n'est pas indépendant là-dessus. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que pour le néodyme, on n'est pas indépendant non plus, et pour le lithium, je crois qu'il y a des mines qui vont rouvrir en France, mais sinon, on n'est pas indépendant. Donc pareil, encore un mensonge par omission. Le fait de passer à la transition énergétique pour la planète, ouais, c'est un des arguments, mais comme je vous l'ai exposé, c'est globalement un massacre pour la planète, ce qu'ils mettent en avant. Il y avait même un rapport de l'INERIS qui avait montré que les véhicules électriques étaient plus polluants que les véhicules thermiques, puisqu'ils polluaient avant même leur mise en circulation, du fait de tout ce qui était nécessaire pour leur fabrication et la fabrication des batteries. Et sur l'absence de démocratie, c'est un des meilleurs arguments, puisque je ne sais pas si on vous a sollicité, vous, si on vous a fait signer une pétition, ou s'il y a eu un vote ou un référendum pour mettre des éoliennes dans vos villes. En tout cas, moi, ce n'est pas du tout le cas. Et ils disent le nucléaire nous a imposé, il n'y a pas de débat sur la question, ça va contre l'intérêt général. Mais en fait, avec l'éolien, ils font exactement pareil. Et quand vous lisez le bouquin de Jean-Louis Buttré, vous voyez qu'en général, ce sont des mecs spécialisés en marketing qui vont faire du lobbying dans certaines communes. Il y a même eu des scandales de corruption, et il y a même eu des commissaires qui devaient enquêter sur les corruptions, qui ont été même convaincus de corruption. Donc, c'est un super truc. Et il n'y a pas de démocratie non plus là-dessus, c'est-à-dire que c'est imposé dans les communes. Si le maire de la commune décide qu'il y aura des éoliennes, parce que ça lui rapporte de l'argent, il y aura des éoliennes, et il n'y a aucune démocratie non plus. Et Greenpeace ne demande pas à ce qu'il y ait de la démocratie là-dessus. Il demande en fait à ce qu'il y ait des éoliennes qui soient mises en place tout simplement. Donc ensuite, à qui profite le crime, pourrait-on dire? C'est là que ça devient rigolo. C'est que... là, c'est... Ouais, sans surprise. Vous connaissez le logo à gauche? Non, elle discrète, c'est ce qu'on appelle une ONG écran, c'est la Tides Foundation. C'est une ONG qui permet, d'après Viviane Croze, par qui j'ai eu beaucoup d'infos en lisant ses articles d'investigation. Donc c'est une journaliste qui bosse pour le lobby du pétrole, d'après ce que je sais. Autant le dire, mais ça ne veut pas dire que ces informations ne sont pas vraies. Au contraire, puisqu'elles sont sourcées. Et je les ai vérifiées par-dessus en regardant tous les formulaires fiscaux de la Tides pour voir leur financement. Et ce qu'elle dit, c'est que la Tides finance Greenpeace. Et c'est vrai, elle coûte plusieurs centaines de milliers de dollars d'ailleurs. La Tides Canada finance Greenpeace Canada pour lutter contre les sables bitumineux. Donc c'est pas une petite initiative qui vient de nulle part. En 2007, il y a un mec qui s'appelle Mike Udema qui a monté une section, alors je crois que c'était en Alberta, justement pour lutter contre les sables bitumineux. Mais vous voyez, je vous dis, c'est pour lutter contre les sables bitumineux, c'est pas on va monter une section pour voir ce qui se passe, pour voir à qui ça bénéficie, est-ce que c'est bon ou mauvais pour l'environnement, c'est directement, non, on monte une section pour attaquer. Donc il n'y a pas d'analyse et il n'y a pas de débat derrière. Et Viviane Croze dit que la Tides Canada donc, a financé lourdement Greenpeace, ce que j'ai pu vérifier sur plusieurs années, de toute façon je mets tout le temps les sources, et parfois lourdement. Et ils ont même financé à un moment un site internet touristique, un peu ironique, pour critiquer les investissements de Total. Et ce que dit Viviane Croze, c'est que tout ça vient d'autres organisations, notamment les Rockefeller, donc elle met pareil, elle met des sources, elle met des informations, et ça vient des États-Unis pour juste qu'ils n'aient pas de concurrents au niveau pétrolier. Et ce qu'elle dit, c'est que la Tides sert d'ONG écran, c'est-à-dire que par exemple, les Rockefeller vont financer la Tides pour pas être identifiable, pour pas que les Rockefeller passent pour des bailleurs de fonds de Greenpeace. Et ensuite, la Tides va elle-même rebasculer ses fonds vers Greenpeace pour jouer écran. Et on peut avoir donc des doutes, il peut y avoir, comme on dit, des faisceaux d'indices, mais il n'y aura jamais de preuve que les Rockefeller ont directement financé Greenpeace. Bon, en l'occurrence, ils l'ont fait, mais c'est pas des. Quand on va sur le site du RBF, on voit quelques financements, mais c'est pas très gros. Ensuite, ça veut rien dire. Hein. Bon, j'aime pas Bourdieu, mais quand il dit qu'il n'y a pas que le capital économique, il a raison. Il y a toutes les cartes de visite que ça donne, les entrées de porte, les ouvertures de porte et tout ce qui peut être fait avec. Mais là où ça devient plus appuyé, c'est quand il y a un journaliste du Daily Caller qui a mis en ligne un PowerPoint qui date de 2008, qui a été fait par le Rockefeller Brothers Fund et je crois la fondation Hewlett, donc Hewlett pour Hewlett Packard, et qui montrait la guerre qu'il fallait mener contre les sables bitumineux et comment
infléchir la position du gouvernement américain, comment le convaincre de sortir de ça et d'investir juste dans la transition énergétique. Et là que vous comprenez un petit peu le truc, parce que vous voyez les ONG mobilisées, et Greenpeace en fait partie, enfin ils sont montrés en tant qu'agite propre. Vous avez les Amis de la Terre, vous avez Greenpeace, vous avez le Pembina Institute, vous avez ce qu'on appelle les Premières Nations, les premières tribus. Vu que ce sont des Indiens qui se sont mangés dans la gueule pendant des siècles, s'ils viennent défendre une cause écologique, on ne va pas leur dire cassez-vous. On aura tendance, par compassion, à les écouter un petit peu plus, et médiatiquement ils seront assez forts. Ou ils seront considérés comme légitimes puisqu'ils défendent leur terre. Et le truc, c'est que le Rockefeller, pourquoi est-ce qu'ils auraient intérêt à lutter contre les sables bitumineux? C'est que maintenant, ils sont complètement désinvestis du pétrole. Donc ils ont commencé à lutter un peu avant. À mon avis, ils préparaient le terrain, mais juste encore une supposition. Et vu qu'ils bossent dans la transition énergétique et qu'ils veulent un passage complet à la transition énergétique, donc tout ce qui est énergie renouvelable ou dite propre, je dis dite parce que je vous ai expliqué que c'était pas si propre que ça représente un concurrent sur le marché. Ça représente potentiellement un problème. S'il continue, on va dire, à y avoir des véhicules thermiques ou des choses qui fonctionnent au pétrole, ça représente un obstacle pour le nouveau business du Rockefeller. Et sachant qu'ils font partie des gens qui ont un peu le leadership sur la transition énergétique de par leur position privilégiée, ça représente un concurrent de poids. Voilà. Donc premier exemple de mercenariat vert de Greenpeace. La suite. Est-ce que vous connaissez ces logos? Donc, ça fait partie des ONG les plus puissantes, on va dire les plus puissantes au monde, mais qui investissent dans des secteurs que vous ne connaissez peut-être pas. Donc ça, c'est ce que j'ai découvert grâce à Yann Giron. Vous avez, je vous le dis maintenant, je ne l'ai pas mis là, mais je l'ai mis dans le bouquin. Il y a un rapport que vous pouvez trouver sur, soit c'est pêchedev.org, enfin pêche développement durable, ça doit être quelque chose comme ça. Le rapport s'appelle Blue Charity Business. Il a été fait il y a quelques années par Yann Giron. Il y a eu quelques réactions, mais globalement, vu qu'en France, on croit tout savoir, mais que, en fait, bon, on se laisse dépasser par les événements, il n'y a pas eu de suite. Il a montré comment il y a des trusts caritatifs qui essaient de s'approprier des portions d'océan sous le prétexte de surpêche ou de protection de la biodiversité et qui voulaient créer ce qu'on appelle des aires marines protégées sans pêche. Et ce qu'a montré Mathilde Junot dans Océan, la voie des invisibles, c'est qu'une aire marine protégée peut être sans pêche, mais pas sans extraction. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, il faut revenir sur l'origine de la découverte du récif. Il a été découvert, hasard des choses, juste après que Total commence à accentuer un petit peu ses projets de forage là-bas. Et il y a eu 3 expéditions. Il y a eu des expéditions en 2010, en 2012, en 2014. Et le mec qui dirigeait cette expédition s'appelle Rodrigo Moura. Vous avez une trentaine de personnes qui étaient à l'expédition. Mais le principal contributeur et qui était directeur de l'expédition, c'était Rodrigo Moura, qui fait partie de Conservation Internationale. C'est le logo que vous voyez à droite. Et parmi les bailleurs de fonds de cette expédition, vous aviez en support additionnel la Moore Foundation. Donc, Gordon and Betty Moore Foundation. Est-ce que vous savez qui est Gordon Moore? C'est le cofondateur d'Intel. Intel, micro-informatique. Et c'est là qu'on en vient au cœur du sujet. Je vais aborder après. Il y a la Moore Foundation fait partie d'une coalition qui s'appelle Oceans 5. Parce que j'ai cherché les liens entre Greenpeace et l'amour, et l'amour, et par honnêteté intellectuelle, j'ai remis et j'ai pas trouvé énormément de choses. Il y a quelques liens, il y a peut-être 2-3 financements, partenariats, trucs en commun, mais c'est assez ténu. Par contre, Greenpeace travaille avec Oceans 5, c'est-à-dire pour les 5 océans du monde, où il y a des ONG bleues qui sont dedans, qui financent des projets. Et vous avez notamment la Packard Foundation qui finance des projets aussi et qui finance Greenpeace. Et quand vous allez sur le site, j'ai mis les captures d'écran, la base de données de la Packard Foundation, vous voyez qu'aussi, à coût de plusieurs centaines de milliers de dollars, ils ont financé diverses sections de Greenpeace à travers le monde. Et là où je vous dis que c'est important, c'est que dans les fonds marins, vous savez peut-être qu'il y a des minerais comme le l'yttrium, le sélénium, le barium, le germanium, qui servent pour l'électronique. Et donc pour l'informatique aussi. C'est-à-dire que vous avez ici, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des liens entre les trusts et les entreprises, vous avez un trust, donc la Moore Foundation, un autre, la Packard Foundation, donc David Packard pour Hewlett Packard, et là pour Gordon Moore d'Intel, qui font de la philanthropie, qui veulent protéger les océans. Mais, en fin de compte, cet investissement, ça leur permet, une fois qu'il y a des zones qui sont considérées comme protégées et donc sous patronage privé, ça leur permet d'éviter qu'il y ait des forages pétroliers ou que d'autres puissances, par exemple la France, qu'on aille chercher des minerais.
Donc on a une autorisation pour avoir des minerais. Si ça passe sous patronage privé, ça veut dire que c'est la personne qui détient cette portion d'océan qui peut ensuite décider qui vient faire de l'extraction de minerais. Et là, vous avez un avantage concurrentiel énorme pour les États-Unis. Si la Chine détient pratiquement toutes les terres rares, là, les États-Unis, ils ont un gros avantage. Ils ont déjà créé, je crois, dans le monde, enfin les ONG bleues, pardon, ont créé, je sais plus si c'est 1 ou 10, donc le rapport est gros, mais c'est à vérifier, ça doit être 10 millions de kilomètres carrés d'air marine protégée. Et ils continuent à essayer d'empiéter dessus, sachant que nous, en termes de zone économique exclusive, la France, on est les premiers mondiaux. On est passé devant les États-Unis il n'y a pas longtemps, me semble-t-il. Donc là, vous avez un petit peu une idée des enjeux qu'il peut y avoir. Et un autre enjeu, c'est ce qu'on appelle, ce qu'Engiron appelle la financiarisation des services écosystémiques. Alors ça fait un petit peu barbare, mais ça veut dire, voilà, telle portion d'océan, ça rend service à la nature de telle manière. Ou ça rend service, que ce soit avec le tourisme, avec la protection de la biodiversité, avec le renouvellement des bons de poissons, avec la protection de l'écosystème, avec l'apport de divers minéraux, des choses comme ça. Et cette ONG Conservation Internationale, dans plus d'une 60aine de points dans le monde, a réussi à créer des aires comme ça, sur terre, sur mer, ou les deux en même temps, qui sont protégées et qu'ils arrivent à valoriser. Et ils avaient mis sur leur site que la protection des océans représente, je crois, c'est 2,5 trillions de dollars. Donc 1 trillion, c'est 1000 milliards. Vous imaginez un petit peu la manne qu'il peut y avoir. Et dans Océan, la voie des invisibles, Yann Giron expliquait que les coûts spéculatifs qui peuvent être faits dans le secteur des océans peuvent permettre à un fonds d'investissement, par exemple, non pas de faire une marge de 5% comme peut faire un Soros, mais dans les 30%, c'est-à-dire c'est du jamais vu. On a des organismes qui privatisent des zones, qui ensuite les valorisent sur les marchés boursiers, et qui disent, moi j'ai une portion d'océan qui protège les poissons, il y a des poissons qui se renouvellent plus vite que d'autres, donc ça c'est malin, ça veut dire que ça a une grosse valeur, et puis donc ça vaut tant sur les marchés, et vous avez un paquet de pognon à faire. Dans les ONG bleues, vous avez par exemple une qui s'appelle The Nature Conservancy, le PDG c'est un ancien de Goldman Sachs, donc pour la philanthropie pareil on repassera. Et là vous avez un petit aperçu que je vous donne sur les enjeux qui tournent autour des océans, tandis que si Total va forer, c'est problématique. Plus possible de s'approprier des minerais, plus possible de privatiser et plus possible de valoriser. Sachant que Conservation Internationale a créé autre chose qui s'appelle Ocean Health Index, donc l'indice pour la santé des océans, et puis qu'il y a divers secteurs qui ont des notes attribuées en fonction de divers critères. Donc là vous voyez que ça dépasse juste la simple protection du récif de l'Amazone et qu'il y a des enjeux qui sont beaucoup plus importants derrière. Ce qui reprend un petit peu la cartographie que je vous avais exposée en début d'exposé. Désolé pour la redondance. Et dernier cas, ça c'est ce qui m'a le plus mis sur le derrière en fait, puisque je ne m'attendais pas du tout à le trouver. Est-ce que vous... Bon. En fait c'est un peu à la... Je fais une fixette dessus, mais c'est un peu à la Soros Greenpeace pour le coup. Vous avez l'ONG Greenpeace, mais est-ce que vous savez que Greenpeace en Allemagne fait du business ? C'est-à-dire il y a une Greenpeace qui est entreprise, qui est une coopérative, et ils existent depuis 1999. Et c'est pour ça que je vous parlais de l'importance de la concordance des dates quand on étudie la forme des attaques et qu'on les met en corrélation avec d'autres éléments. En 1998, en Allemagne, Greenpeace et d'autres font du lobbying pour l'ouverture du marché de l'électricité, puisque ce sont des libéraux et des néolibéraux. Et ils y arrivent. En 1999, ils créent leur coopérative. En 1999, ils commencent les attaques contre Areva, contre à l'époque la Cogema, et contre EDF en France. Et depuis, ça n'a pas cessé. Et ce que j'ai trouvé, c'est donc Greenpeace Energy est donc comme son nom l'indique, un fournisseur d'énergie qui vend pour, je crois, 100 millions d'euros d'électricité par an, qui emploie presque 80 personnes. C'est pas si énorme que ça, mais c'est quand même bien. Ce qui est plus étonnant, c'est quand on découvre qu'ils disent c'est une révolution énergétique, mais ils fonctionnent surtout à l'hydroélectricité. Mais ils mettent de plus en plus en avant l'éolien. Donc on se dit pourquoi. En plus, l'hydroélectricité, c'est a priori moins polluant que l'éolien, ça demande moins de choses, ça fonctionne avec de l'eau, donc c'est un peu plus sûr que le vent qui est un petit peu chaotique par définition. Et pourquoi ils font ça ? Donc j'ai regardé ce qu'ils font, ils font pareil du covoiturage électrique, ils sont dans les panneaux solaires, ils sont dans les bio-hôtels, bref, ils ont un tas d'activités. Ils sont opérateurs de parcs éoliens, ça c'est intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils ont une filiale qui s'appelle Planète Énergie. Et Planète Énergie a des partenaires. Et parmi ces partenaires, je suis tombé sur Vestas. Vous connaissez Vestas ? Non ? C'est la plus grande multinationale au monde de l'éolien. C'est-à-dire que depuis le début, ils ont vendu plus de 60 000 turbines éoliennes. C'est plus de 10 milliards de bénéfices par an. Enfin, Trump les a mis un peu à l'amende, là, donc ils sont passés sous la barre des 10. Mais c'est globalement 10 milliards de dollars de bénéfices par an. Et ce qui s'est passé, c'est que
Alors je sais pas si Greenpeace a vraiment joué le VRP, mais dans un rapport qui était à destination du Japon post-Fukushima, ils avaient dit mais ça serait bien que des TEPCO et KEPCO, donc des filiales de Mitsubishi, s'allient à Vestas, qui est un fournisseur d'éolien, un constructeur d'éolien qui bosse pour les énergies renouvelables. Ils avaient dit aussi au Japon, il faut libéraliser votre secteur de l'électricité. Ils font une fixette là-dessus, le secteur de l'énergie. Et ils avaient dit, bon, bah ça serait bien. Sachant qu'à l'époque, Vestas se cassait complètement la figure. Ils étaient en train de crever. Petit à petit, Vestas a réussi à remonter la pente. Et du coup, en avril 2014, il y a une joint venture qui s'est faite entre Mitsubishi Heavy Industries et Vestas pour l'éolien. Et je suis bête, j'ai oublié de vous la mettre. Mais vous verrez, donc je vais peut-être vous prendre la photo, même si ça peut faire un petit peu petit. C'est que là, vous voyez peut-être un peu de loin, mais vous avez des ronds qui montrent là où il y a les éoliennes offshore de cette joint venture. Et vous voyez qu'il y en a au Royaume-Uni, et c'est là que c'est important, puisqu'il y a une grosse guerre d'information qui est menée depuis quelques années par Greenpeace, contre le projet Hinkley Point C d'EDF en Grande-Bretagne, un EPR. Et là, vous comprenez que si un EPR qui fonctionne bien, ça représente un concurrent de poids pour Vestas. Et là, vous voyez un petit peu pourquoi, potentiellement, Greenpeace peut avoir intérêt à défendre Vestas. C'est-à-dire que Planète Énergie est partenaire de Vestas. Elle est aussi opératrice de 3 parcs éoliens de Vestas. Et joue un petit peu le VRP. En fait, il peut y avoir des espèces de renvois d'ascenseur, si vous voulez. Et Greenpeace, en fin de compte, joue à David, mais ils sont partenaires du plus gros Goliath au monde de l'éolien. Sachant que j'ai comparé le cours boursier l'évolution du cours boursier de Vestas et d'EDF. EDF, je vais vous le montrer, se casse complètement la figure. Vestas se porte plutôt bien. Donc là, Greenpeace se met clairement au service de Goliath. Donc encore une fois, c'est des faisceaux d'indices, mais là, les faisceaux sont quand même un peu gros. Sachant qu'il y a un autre élément aussi, c'est que sur son blog, un blog qui s'appelle No Point, donc qui est opposé au projet de Hinkley Point, Greenpeace dit attaque le projet Hinkley Point C, mais ils font pas comme en France. Ils disent pas comme en France, ouais c'est dangereux pour l'écologie, EDF est en faillite, question de sécurité, etc. Il dit non, ça va créer un défaut de concurrence, une distorsion de concurrence. Donc c'est un argument qui est purement business. De la part d'une organisation qui est écolo, il y a un argument qui est purement business. Et c'est un des premiers arguments qu'ils ont mis en place. Ils ont porté plainte pour l'aide publique qu'a apporté l'Union européenne à ce projet-là. Et puis ils ont pris cet argument. Ils se sont fait retoquer puisque la commission a dit, la Cour a dit, mais déjà les faits sont mal présentés. En plus, si ça vous impacte, c'est la loi du marché. Et vous n'êtes même pas un pays limitrophe, c'est pas dans ce pays-là, c'est en Grande-Bretagne. Donc pourquoi est-ce que vous parlez de ça? Pourquoi est-ce que vous critiquez? Puisque c'est beaucoup plus loin que l'Allemagne. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu les enjeux cachés qu'il peut y avoir derrière ces attaques de Greenpeace. Sachant que là où on peut se dire que c'est malhonnête et qu'il y a de la manipulation de la part de Greenpeace, c'est que j'ai cherché sur le site français, il n'y a rien sur Greenpeace Énergie et rien sur le business avec Vestas. Absolument rien du tout. Je leur ai envoyé un courriel aussi à Greenpeace Énergie pour savoir mais quel est votre lien avec Vestas. Du coup, c'est un partenariat win-win, ça marche comment? Bon, j'ai jamais eu de réponse. Et voilà, il y a 2 discours différents. Il y a le discours en Allemagne et il y a le discours en France. C'est-à-dire que les militants français qui vont de manière bienveillante agir contre le projet Hinkley Point C parce que Greenpeace dit que c'est dangereux pour l'écologie, ils sortent des documents, alors les gens ils vont se dire oui c'est vrai, ça va être en fait des gros cuts parce qu'ils vont pas être au courant qu'en Allemagne il y a une branche qui a des intérêts avec Vestas. Donc le côté David contre Goliath, j'ai déjà exposé tout à l'heure globalement. C'est que qu'est-ce qu'est David, qu'est Goliath, c'est là qu'il faut aussi rebasculer les choses de manière un peu plus actualisée. C'est pas parce qu'une entreprise a du pognon, est proche des services de l'État ou pas, que c'est la plus puissante. Vous avez vu que des fois il y a des petites guerres d'information qui font dévisser sévère des entreprises en bourse. Il y a une guerre d'information qui a été menée par exemple contre Vinci en novembre 2016 et avec un faux communiqué de presse, et ça leur a fait perdre en quelques minutes 18% en bourse. Et donc le Goliath, c'est souvent un Goliath au pied d'argile. Mais surtout, comme je vous le dis, l'ONG en général, on a un bon a priori sur elle. Alors Greenpeace, malgré les erreurs à répétition de l'ONG, puisque dans d'autres cas que j'ai exposé pour le cercle Aristote, ils ont fait des erreurs, ils sont pas trop excusés, ils ont toujours une bonne aura. C'est-à-dire que même j'étais au salon Pro Durable et j'étais allé voir 2-3 personnes, je leur ai dit mais Greenpeace vous en pensez quoi? Plutôt du bien, etc. Et puis les gens en pensent du bien. Et il y a toujours un bon a priori sur cette ONG. Et l'entreprise est toujours perçue comme la vilaine. Des erreurs de la part de Greenpeace ou des mensonges, bon, on pardonne, c'est pour le bien.
Une entreprise, on ne pardonne jamais. Et si elle essaie de se justifier, on va dire que c'est du greenwashing. Alors un petit exemple de David, pour vous montrer que c'est pas si David que ça, et comment il fonctionne. La courbe rose, ce sont les dépenses de Greenpeace Worldwide. Alors, il y a deux Greenpeace. Il y a Greenpeace International, c'est la fondation Greenpeace, qui allait aux Pays-Bas pour faire un peu comme Bono, c'est l'optimisation fiscale. Ils ont un statut un peu particulier là-bas qui leur permet de ne pas payer d'impôts sur les legs et les donations. Et vous avez Greenpeace Worldwide, c'est Greenpeace International plus l'ensemble des sections de Greenpeace à travers le monde. Là, vous avez les dépenses de Greenpeace Worldwide, donc c'était pour l'année 2015. Pour l'année 2016, ils n'avaient pas donné, le document était tout petit, il n'y avait pas assez d'infos. Et 2017 n'était pas encore dispo. Et en fait, ça, c'est les dépenses dans les levées de fonds, pour les levées de fonds. Ce ne sont pas les dépenses de campagne. Les dépenses pour les campagnes, c'est les petits trucs que vous voyez en bas. Et j'avais calculé, il y a 62% des dépenses de Greenpeace qui ne sont pas consacrées à faire campagne. Et je me suis appuyé sur tous les rapports financiers, tous les bilans financiers sur leur site depuis 1994, que j'ai retracé, ce qui m'a permis de faire les courbes. Et vous voyez qu'il y a, il y a presque 120 millions d'euros qui sont consacrés aux levées de fonds. Voilà, ils dépensent de l'argent pour récolter encore plus d'argent. Et vous pouvez voir qu'ils sont sur une dynamique de croissance depuis plusieurs années. Par contre, les campagnes, c'est un petit peu plus petit, comme vous pouvez le remarquer. Voilà pour David. Et voilà pour Goliath, EDF. Donc c'est pas si évident que ça. Depuis quelques années, il se casse complètement la figure. Tout ça pour vous donner une autre approche. Et ça c'est le petit bonus. Ça c'est pour le coup de mon téléphone portable. Qui est Jean-François Julliard. C'est le président de Greenpeace France aujourd'hui. Avant il était à Reporters sans frontières. Vous connaissez peut-être puisque c'est une ONG des réseaux Soros qui était... Alors maintenant ils sont super opaques, Reporters sans frontières, c'est gênant. C'est qu'on n'a pas accès à qui finance. Mais grâce à la Wayback Machine, vous connaissez cet outil magique, la Wayback Machine ? C'est le meilleur outil du net, c'est génialissime. Attention si vous écrivez des conneries comme ça. C'est si le robot Google passe sur votre site et que le site ensuite ne donne plus la page. Par exemple, sur l'Open Society de Soros, sur la page des financements, il y a une page unique pour les financements. Donc d'année en année, ça change. Vous dites merde, je voulais avoir accès à au bilan financier de 2014, il n'y est plus, ils ont mis le 2015. Vous prenez la Wayback Machine, ça vous donne l'historique du site, et à chaque fois que le robot Google est passé dessus, vous pouvez avoir accès au site tel qu'il était. Et normalement, vous pouvez naviguer sur site, plus il y a eu de vues, et plus ça passe. Et donc c'est comme ça que j'ai pu retrouver des anciens bilans financiers, par exemple de Reporters sans frontières, pour vérifier que Soros avait bien financé. En l'occurrence, Soros a bien financé. Donc j'ai pas trouvé après 2006 ou 2007, sachant que Julliard a dirigé la branche française de Reporters sans frontières de 2008 à 2012, mais bon, il en est membre depuis 1998. Donc à la grande époque Soros, il était dedans. Là, il se fait remettre la médaille Charlemagne, qui est liée au prix Charlemagne. Le prix Charlemagne, c'est quoi ? Ah oui, petite parenthèse, j'oubliais. À RSF, vous avez aussi dans le conseil, dans le conseil mérite, vous avez Ghassan Salamé, le père de l'animatrice, journaliste, l'animatrice Léa Salamé, et qui est aussi un grand proche de Soros, puisqu'ils sont ensemble à l'International Crisis Group. Et donc il se fait remettre cette médaille Charlemagne. Le médaille Charlemagne, il y a plusieurs associations qui la financent, et vous avez ensuite la Société du prix Charlemagne. Donc je vous laisserai voir, je crois que c'est François Asselineau qui a fait une très bonne vidéo de démystification sur le prix Charlemagne, je vous laisserai voir à quoi ça renvoie. Ça récompense les gens qui ont œuvré pour l'avenir de la construction européenne. Donc la médaille Charlemagne en est une espèce d'émanation. Donc vous pouvez voir que c'est juste, ça implique rien, c'est juste pour montrer que c'est pas si désidéologisé que ça, et que chacun a ses propres biais. Là, vous avez des personnalités éminentes qui se sont fait remettre le prix Charlemagne, donc Koudenov Kalergi. Cette année, c'est notre président bien-aimé, Macron. Et vous avez d'autres personnes de haut vol, comme Kissinger, ou Clinton. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je vous en prie.